Si vous écoutez cet épisode, il y a de fortes chances que vous ayez quelqu'un en tête. Une personne, une histoire, un message, une absence. Ou même pas une vraie histoire, parfois juste un lien flou, intense, ambigu, qui vous prend plus de place que ça ne devrait. Et il y a ce moment où on se regarde avec un mélange de fatigue et d'incompréhension en se disant: pourquoi je n'arrive pas à lâcher? Pourquoi j'y pense encore? Pourquoi mon corps réagit alors que, rationnellement, je sais très bien que ça me fait pas du bien? Et je crois que souvent, on se juge trop vite. On se dit qu'on abuse, on se dit qu'on exagère, on se dit qu'on devrait passer à autre chose, on se dit presque qu'on a un problème, alors qu'en réalité, ce qu'on vit est souvent plus profond que je n'arrive pas à oublier quelqu'un ou je n'arrive pas à me détacher de cette personne. C'est pas juste une affaire de volonté, c'est une affaire de psychologie, d'attachement, de système nerveux, de mémoire émotionnelle, de manque, de blessures, parfois même d'histoire familiale. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de tout ça dans Attends 2 secondes, parce que je sais à quel point ça peut être compliqué de prendre de la distance ou de vouloir se détacher d'un lien, d'une personne, peu importe. Je trouve que c'est important d'en parler et je trouve qu'on n'en parle pas assez. La première chose à comprendre, c'est que si vous pensez à quelqu'un en boucle, c'est pas forcément parce que cette personne, elle est extraordinaire. Et ça, alors je sais, ça pique un peu. Parce qu'on aime bien se raconter que si on est autant happé par une personne, c'est que ce lien, il est hors du commun. Que cette personne, elle est différente, elle est rare, elle est introuvable, elle est magique, tout ce que vous voulez. Mais en vrai, c'est pas toujours ça. Très souvent, une personne, elle prend autant de place parce qu'elle active quelque chose de très précis en nous. Que ce soit un besoin d'être choisi, une peur d'être quitté, une blessure d'abandon, une vieille familiarité avec l'instabilité, ou simplement, en fait, un système d'attachement qui s'emballe. Et souvent, on oublie trop que c'est ce que la personne réveille en nous et pas forcément ce qu'elle est. Nos façons de penser, sentir, réagir dans les relations, elles sont liées à des schémas relativement stables, que ce soit l'anxiété d'attachement et l'évitement d'ailleurs. Et d'ailleurs, les personnes avec plus d'anxiété d'attachement, elles ont tendance à craindre davantage le rejet et à vivre plus intensément en fait cette détresse relationnelle. Autrement dit, parfois, c'est pas la personne qui est immense, c'est ce qu'elle vient vraiment toucher en nous qui l'est. Et je le redis encore une fois, ce n'est pas la personne qui est immense, c'est ce qu'elle vient toucher en nous qui l'est. Et c'est hyper important de commencer par là, parce que sinon on construit tout un mythe autour de l'autre, alors qu'une grande partie de ce qu'on vit, ça parle de nous. Ça vient d'abord parler de nous. Et ça, je pense que c'est déjà la première chose à ancrer dans un petit coin de sa tête pour pouvoir réussir à se détacher d'une personne. En se disant que c'est pas elle spécialement, mais vraiment ce qu'elle vient réveiller en nous. Et direct, je trouve que ça crée un petit détachement parce que la personne, elle dépend pas de nous. Mais par contre, ce que ça vient réveiller en nous, ça dépend de nous. Et comme dirait Épictète, et que j'ai dit au moins 40 000 fois depuis que j'ai commencé ce podcast, il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et justement, si on veut comprendre pourquoi le détachement c'est si difficile, il est venu temps de parler de notre fameux cerveau. Quand on vit une relation intense, surtout au début, les systèmes cérébraux impliqués dans la récompense, la motivation et l'attachement, ils vont venir énormément s'activer. Vous savez que les premières phases de l'amour, elles s'accompagnent de modifications de systèmes liés au stress dans le cortisol. Ce qui veut dire que quand vous attendez un message, quand vous avez un rapprochement, quand vous sentez une connexion, votre cerveau, il n'est pas juste en train de vivre une émotion, il est en train d'apprendre que cette personne, elle est associée à quelque chose d'important. Que ce soit une récompense, à du soulagement, à de l'espoir, à de l'attente, à une montée. Et c'est là qu'on comprend quelque chose de central. Comme on disait avant, mais on s'attache pas seulement à une personne, on s'attache à ce qu'elle déclenche neurobiologiquement en nous. Et c'est fondamental pour la transition qui suit, parce que si le lien, il s'inscrit dans les circuits de récompense et d'attachement, alors son absence, elle ne sera pas vécue comme un simple dommage. Elle va vraiment être vécue comme un manque. Et c'est surtout de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est pour ça qu'après une rupture, un rejet, une ambiguïté prolongée ou une relation en fait instable, on peut avoir l'impression d'être en sevrage. Et ce mot, je sais qu'il peut paraître fort, mais il y a aussi une vraie logique derrière. La rupture d'un lien d'attachement, ça va venir perturber plusieurs systèmes physiologiques et émotionnels en nous. Et les recherches sur les séparations, qu'elles soient amoureuses ou amicales,
Ça va venir montrer des associations significatives avec des symptômes de stress post-traumatique, de dépression, de difficultés cognitives chez certaines personnes. Et c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi on relit les messages, pourquoi on retourne voir une story, pourquoi on imagine des retrouvailles, pourquoi on réécoute cette chanson qui nous détruit, pourquoi on se fait autant de mal. C'est pas juste du masochisme émotionnel, c'est souvent le cerveau qui cherche encore en fait la trace de la récompense ou qui essaye de redonner du sens à une coupure qu'il n'a pas intégrée complètement. Et ça nous amène à un autre sujet essentiel, la douleur. Parce qu'on parle souvent de cœur brisé, comme si c'était une image un peu, vous savez, poétique. Sauf que le rejet social et la perte relationnelle, ça active réellement des systèmes en fait cérébraux associés à la douleur et à la détresse. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des travaux de Naomi Eisenberger, je sais pas si son nom se dit comme ça, et Ethan Kross, et d'autres en fait qui ont montré un chevauchement partiel entre la douleur sociale et la douleur physique, notamment en fait au niveau des régions impliquées dans la composante affective de la douleur. Et l'idée juste, c'est exactement pareil, mais plutôt le cerveau traite le rejet comme quelque chose de biologiquement sérieux. Et c'est pour ça que ça peut faire très mal au sens propre du vécu corporel. C'est pour ça que certaines personnes, ou même nous-mêmes, on peut avoir mal au ventre, on dort mal, on somatise, on a la poitrine serrée, on est épuisé, coupé de notre concentration. Parce que le rejet et l'incertitude relationnelle, ça active la réponse au stress via le cortisol et ça peut vraiment altérer en fait la façon dont le corps et le cerveau viennent réguler une émotion. Alors j'espère que je suis pas en train de vous perdre avec toutes mes explications et j'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais enfin bref, la première forme de douceur envers soi, c'est vraiment arrêter de se parler comme si on était juste trop sensible. Parfois, on est surtout en train de vivre une vraie blessure en fait relationnelle avec des effets psychiques et physiques réels. Et une fois qu'on a compris ça, la question qu'il faudrait se poser, pourquoi certaines relations nous marquent plus que d'autres? Parce qu'on peut parler d'intensité, mais on peut surtout parler d'imprévisibilité. Parce qu'une relation stable, saine, cohérente, c'est pas la même expérience neurologique qu'une relation faite de chaud, de froid, de retour, de silence, d'espoir, de retrait, de mini-récompenses, de frustration, et je pense que vous voyez très bien le genre de relation dont je parle. Vous savez, quand une récompense est imprévisible, elle peut devenir particulièrement puissante pour l'apprentissage et l'anticipation. Les travaux sur la récompense y montrent que l'incertitude et l'anticipation viennent énormément moduler les systèmes motivationnels. Ce qui veut dire qu'en psychologie, en fait, des relations abusives, ou en tout cas très instables, eh ben, on va retrouver cette même logique, ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Vous savez, quand vous avez quelques moments de chaleur ou de réparation au milieu d'une dynamique qui est plutôt douloureuse, eh ben, ça peut rendre le lien très difficile à quitter. C'est vraiment un des mécanismes décrits dans le trauma bonding. En français, ce serait le lien traumatique. C'est quand on a un attachement très fort envers quelqu'un, alors que pourtant, ce lien nous fait quand même pas mal. Et ce qui est hyper important, c'est que parfois on croit qu'on est accro à une personne, alors qu'en réalité, on est accro à l'attente de son retour. Retenez bien ça. Parfois, on pense être accro à une personne, mais en réalité, on est accro à l'attente de son retour. À l'espoir que cette fois-ci, ça sera la bonne. À la tension, au soulagement quand ça revient, à la montée quand ça se réchauffe. C'est pas toujours la présence qui rend dépendant, parfois c'est l'alternance entre présence et absence. Et si on est autant accroché à l'imprévisibilité, c'est aussi parce qu'elle rencontre quelque chose de déjà installé en nous. Il faut savoir se demander pourquoi on est autant attaché à cet entre-deux. Pourquoi? Et ce quelque chose, très souvent, ça s'appelle l'attachement. Vous savez, nos premières expériences relationnelles, on sait qu'elles influencent encore aujourd'hui la manière dont on vit la proximité, l'absence, la sécurité, le besoin d'être assuré, la peur de trop dépendre, ou au contraire la peur d'être abandonné. Et les recherches sur l'attachement, elles montrent que ces schémas, c'est pas des destins figés, mais ils orientent fortement en fait la manière dont on interprète les signaux relationnels et dont on régule en fait la détresse dans nos relations. L'attachement anxieux, en gros, c'est vraiment cette idée que certaines personnes n'ont pas seulement mal parce qu'elles perdent quelqu'un, elles ont mal parce que la perte, elle va venir réactiver un vieux scénario intérieur. Le scénario de je suis pas sûre qu'on reste, je suis pas sûre qu'on me choisisse, je
suis pas sûre que l'amour soit stable, je suis pas sûre d'être en sécurité dans le lien. Et là, la personne en face, elle devient parfois moins un partenaire qu'un déclencheur. Elle va venir réveiller un réseau entier de croyances, de peurs, d'habitudes émotionnelles. Et j'ai pas envie qu'on tombe dans ce cliché de tout vient de l'enfance, tout vient de là. Non, tout ne vient pas de l'enfance. Mais l'enfance peut vraiment préparer en tout cas le terrain. Vous savez, quand on a grandi avec de l'imprévisibilité, de la distance émotionnelle, de la confusion, du manque de sécurité, ou simplement en fait avec l'idée qu'il fallait mériter l'amour. Ça arrive en fait que notre système nerveux y confonde plus tard intensité et familiarité. Pas parce qu'on aime souffrir. Cette phrase-là, elle est bien trop simple. Mais parce que le système nerveux, il préfère parfois ce qu'il connaît à ce qu'il ne connaît pas. Les maltraitances et les négligences qu'on peut subir pendant l'enfance, elles sont associées plus tard à davantage en fait d'attachements insécures. Donc quand on dit je retourne toujours vers des gens indisponibles, ou pourquoi je m'attache autant à quelqu'un qui me fait pas du bien, ou en tout cas à un lien qui m'insécurise, la réponse c'est pas parce que j'adore souffrir. La réponse c'est parce que mon système reconnaît cette tonalité-là, parce qu'elle m'est familière, parce qu'une part de moi en fait espère enfin réparer là où autrefois j'ai pas pu. Et là, on peut vraiment ouvrir un sujet plus délicat. Cet épisode va durer très longtemps. J'espère que vous avez le temps, mais j'avais beaucoup de choses, en fait, à dire sur ce sujet. Et j'avais pas envie de faire un épisode qui dure 5 minutes, bâclé. J'avais vraiment envie de parler de ce que j'ai pu, moi, expérimenter, en tout cas, sur le détachement, apprendre sur le détachement. J'avais vraiment envie d'en faire un épisode parce que je sais qu'au-delà de j'arrive pas à me détacher de cette personne, j'arrive pas à me détacher de ce lien, en fait, ça, c'est que la partie de l'iceberg. Tout en bas, il y a quelque chose de tellement plus gros. Et si à travers mon expérience, je peux peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses, alors j'avais envie d'en faire vraiment un épisode complet. Enfin bref, pour revenir un peu à ce qu'on disait, un sujet aussi peut-être un peu plus délicat, et qui demande de la nuance, c'est vraiment le transgénérationnel. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ou peut-être déjà entendu parler, mais le trauma transgénérationnel, c'est vraiment quelque chose de sérieux, mais c'est vraiment aussi quelque chose de complexe. Ce qu'on peut dire avec prudence, c'est qu'il existe en fait des données montrant que les effets du stress et du trauma parental, ça influence la génération suivante via le style relationnel, via les apprentissages, via le climat émotionnel et potentiellement certains mécanismes d'ailleurs biologiques. En revanche, ce qu'il faut vraiment nuancer, c'est pas automatique, c'est pas magique, c'est pas une condamnation. Donc quand on parle de blessures transgénérationnelles, il s'agit pas de dire tout ce que je vis ne m'appartient pas. Il s'agit de dire parfois je suis aussi traversée par des façons d'aimer, de craindre de me taire, de m'accrocher ou de me dissocier qui ont existé avant moi. Et ce point, il est précieux parce que je trouve qu'il enlève un peu de honte. On arrête de se dire qu'est-ce qui cloche chez moi et on commence vraiment à se demander qu'est-ce qui dans mon histoire a appris à mon corps en fait à survivre comme ça. Et ça nous amène à une autre pièce du puzzle, l'obsession. Parce qu'à force, on pense plus seulement à la personne. On pense à la personne, à ce qu'elle dit, à ce qu'elle n'a pas dit, à ce qu'elle aurait pu dire, à ce qu'on aurait dû répondre, à ce que ça voulait dire, à ce qui pourrait encore se passer. Et là, on va vraiment rentrer dans la rumination. Et ça, je trouve que c'est une des pires choses. La rumination, c'est vraiment cette tendance à repasser les mêmes pensées, encore et encore, sans que ça fasse réellement avancer. Et dans les ruptures, que ce soit amoureuses ou amicales, elle est vraiment associée à une moins bonne récupération émotionnelle et à davantage en fait de détresse. Parce qu'on rumine, on rumine, on rumine, et ça nous prend tellement d'énergie. Et c'est pour ça qu'à un moment, la personne à laquelle vous pensez, elle va disparaître un peu derrière la construction mentale qu'on va entretenir autour d'elle. On n'est plus seulement attaché à elle, attention, on est attaché à l'histoire, à l'hypothèse, au fantasme et à la version future qu'on avait imaginée d'elle. Et franchement, c'est parfois ça le plus violent. Je vous l'assure, faire le deuil non seulement de quelqu'un, mais du scénario qu'on avait projeté avec lui ou peu importe avec elle. Et cette transition, elle est essentielle parce qu'elle va nous conduire à quelque chose de très inconfortable, l'ego. Notre fameux ego. L'ego dans cette histoire, il a souvent, vous savez, une place énorme.
Pas au sens caricatural, en fait, du mot, pas en mode «je suis narcissique». Mais l'ego, c'est la partie de nous qui veut comprendre pourquoi on n'a pas été choisi. Pourquoi cette personne nous a bouleversés, puis laissés là, au bord, comme un chien abandonné au bord de la route. Non, j'abuse, j'arrête de faire ma drama. Pourquoi, en fait, ça n'a pas abouti alors qu'on avait senti, en fait, quelque chose. Et le rejet, ça vient toucher, en fait, à l'estime de soi. Parce que les relations proches et la perception de notre valeur sociale, elles sont profondément liées. Le lien entre estime de soi et qualité des relations, il est réciproque. Les relations, ça influence l'estime de soi et l'estime de soi influence les relations. Donc parfois, on va pas souffrir seulement d'un manque affectif, on va aussi souffrir d'une atteinte, en fait, narcissique. Pas narcissique au sens pathologique, au sens humain. Le fait de ne pas avoir été retenu, le fait d'être resté avec une histoire inachevée, le fait d'avoir cru en quelque chose qui n'a pas eu lieu, le fait de ne pas pouvoir refermer ça proprement. Je sais pas si vous avez déjà eu des relations qui se sont terminées comme ça, genre sans raison, du jour au lendemain. Il y a pas d'explication, juste la personne elle part ou le lien il cesse. Je peux même pas en fait refermer complètement le livre parce que je sais même pas en fait qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je peux écrire sur la prochaine page pour y mettre fin. Et ça, l'ego, il déteste. Notre ego, notre cher ami l'ego, il déteste l'ambiguïté, il déteste l'inachevé, il déteste les questions sans réponse. Savoir lui dire que c'est ok et qu'il n'y a pas toujours besoin de mettre des mots sur les relations, lui il est là en mode non en fait. Et c'est pour ça qu'on veut parfois juste une discussion, juste comprendre, juste savoir. Parce que notre ego, il a besoin de ça. En fait, quand l'ego, pour lui, c'est flou, il va remplir ça avec 1000 scénarios. Et si on réalise pas, en fait, que là, on est en train de se faire des scénarios parce que c'est flou et qu'à la place de prendre ce flou avec légèreté et de se dire que c'est OK de pas toujours avoir toujours toutes les réponses, parce qu'il y a ce vide, c'est là que ça peut nous rendre très, très mal. Et là, on arrive vraiment à un virage important de cet épisode, je pense. Parce qu'après avoir parlé de cerveau, d'attachement, de blessures, d'histoire, de rumination et d'ego, je pense que c'est important de se poser une vraie question. Qui suis-je sans cette obsession? Alors je sais que c'est une question qui peut paraître un peu immense, parce qu'à force de penser à quelqu'un, de souffrir par quelqu'un, d'attendre quelqu'un, cette histoire, elle peut finir par structurer en fait nos journées, nos chansons, notre imaginaire, notre identité même. On se raconte à travers elle, on souffre à travers elle, on se sent vivant, vivante à travers elle. Alors quand le détachement il commence, il laisse pas juste un vide sentimental, il peut parfois laisser un vide identitaire. Et c'est exactement pour ça que le détachement émotionnel, ça peut faire peur. Parce qu'au-delà de je veux me détacher de cette personne parce qu'elle me fait souffrir, il y a aussi ce fait de se dire qui je suis moi en fait sans cette personne. Parce que ça, c'est une des choses qu'on a trop souvent tendance, moi je trouve, à faire, en tout cas quand je vois aussi mes proches autour de moi, c'est d'oublier qui on est dans cette relation. On était quelqu'un avant cette relation et on sera toujours quelqu'un après cette relation. Et je trouve que c'est primordial en fait de pas oublier qui on est dans une relation, de toujours faire les choses qu'on aime, de toujours faire les choses qu'on faisait avant et faire les choses qu'on aimerait faire après. Et parfois, on oublie de se laisser cet espace, en fait, dans une relation, alors que faut jamais oublier qu'une personne, c'est pas toute notre vie. C'est une partie de notre vie. Et souvent, quand on a un peu un trouble de l'attachement, on va avoir tendance à faire de cette personne, en fait, la plus grosse partie de notre vie. Alors que ça devrait pas être le cas parce que c'est là que ça commence justement à merder. Ça faut vraiment que la personne, ça reste la cerise, vous savez, sur le gâteau et pas le gâteau, en fait, de votre vie. Enfin bref, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire qu'on perd pas uniquement une personne, on perd aussi une version de nous, celle qui espérait encore, celle qui attendait, celle qui imaginait, celle qui survivait à travers l'intensité. Et pourtant, c'est vraiment là que quelque chose de beaucoup plus libre peut commencer. Le vrai détachement émotionnel, c'est pas devenir froid ou devenir froide. C'est pas ne plus aimer, c'est pas ne plus ressentir, c'est pas faire genre qu'on s'en fout alors qu'on regarde encore son profil à 1h14 du matin. Le détachement, c'est vraiment quand on commence à remettre l'autre à sa vraie place. Pas à la place du sauveur, pas à la place de la preuve qu'on vaut quelque chose, pas à la place de la personne qui va enfin réparer notre histoire, jamais de la vie. Il faut savoir remettre ces personnes à leur vraie place. Quelqu'un qui a peut-être compté, quelqu'un qui a peut-être réveillé énormément de choses, quelqu'un qui a peut-être été important, mais quelqu'un qui n'a pas à définir notre valeur.
notre paix, notre avenir, ni toute l'architecture de notre monde intérieur. Et ça, je sais que ça peut demander du temps. Moi encore, aujourd'hui, je travaille là-dessus. C'est vraiment, je pense, une des expériences de la vie qui est vraiment très, très, très intéressante et compliquée parfois à vivre. Mais c'est sûrement ça qui rend la chose excitante aussi. Il faut savoir prendre les expériences de la vie comme quelque chose d'excitant. Mais enfin bref, en pratique, le détachement émotionnel consiste souvent à faire 3 choses en même temps. Voir la réalité plus clairement, arrêter de nourrir la boucle et apprendre à réguler ce que le lien activait en nous. Vous savez, après une rupture ou même là, si vous êtes un peu dans un lien qui prend beaucoup de place, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de parler à la personne, peut-être reconsidérer le lien autrement. Mais en tout cas, faire du sens, retravailler le récit qu'on se raconte et réduire en fait la rumination, c'est vraiment des leviers importants de la récupération. Donc non, le détachement, c'est pas un bouton, c'est pas une désactivation progressive, c'est vraiment une manière de dire à son corps, encore et encore, je sais que tu associais cette personne à quelque chose d'essentiel, mais on va apprendre autrement, on va survivre autrement, on va aimer autrement. Et je crois que le vrai basculement, il arrive quand on cesse de se demander pourquoi cette personne, elle m'a pas choisi, pourquoi elle m'a fait ça, pourquoi j'y pense encore, pourquoi j'arrive pas à tourner la page, et qu'on commence vraiment à se demander qu'est-ce que ce lien a révélé de mon système d'attachement? Qu'est-ce qu'il a réveillé dans mon corps? Qu'est-ce qu'il a activé dans mon estime de moi? Qu'est-ce qu'il m'a appris sur ce que j'appelle l'amour? Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de ne plus confondre? Parce qu'au fond, le détachement émotionnel, c'est pas apprendre à moins aimer, c'est apprendre à moins se perdre. Et ça, je vais le redire encore une fois. Le détachement émotionnel, ce n'est pas apprendre à moins aimer, c'est apprendre à moins se perdre. Et je vais finir sur ça. Peut-être que cette personne n'était pas l'amour de votre vie ou l'ami de votre vie. Peut-être qu'elle était le miroir très précis d'une blessure encore vive. Et peut-être qu'elle était venue vous montrer où ça tremble encore. Pas pour vous détruire, pas forcément pour rester, mais pour vous obliger à regarder à l'endroit exact où vous avez encore besoin de revenir vers vous. Et ça, je trouve que c'est à la fois violent et magnifique. Parce que ça veut dire que même dans la souffrance, il y a une direction. Pas une punition, pas un destin tragique, une direction. Vers plus de conscience, vers plus de vérité, vers plus de liberté intérieure. Et peut-être que se détacher émotionnellement, ce n'est pas arracher quelqu'un de son cœur, c'est arrêter de lui confier les clés de sa maison intérieure. Je vais vous laisser sur ces belles paroles, parce que cet épisode dure déjà longtemps. Et vous me direz si ce genre d'épisode, ça vous plaît, parce que moi, je sais que ça me parle beaucoup. Et de toute façon, je pense que maintenant, avec les années, vous savez que je parle que de sujets que je connais et qui me touchent particulièrement. Mais voilà, je trouvais ça important de vous rappeler que l'attachement, il devient vraiment anxieux quand la relation, elle devient notre source principale d'ancrage. Et ça, j'aimerais vraiment que vous le gardez en tête. Prenez cette relation que vous êtes en train de vivre ou cette situation vraiment comme un apprentissage. Essayez vraiment de retourner la situation. Parce qu'à partir du moment où vous réalisez ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas, et que vous remettez la responsabilité sur vous, c'est là que vous reprenez votre pouvoir et c'est là que vous allez réussir à avancer. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Partagez cet épisode autour de vous si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'entendre ces mots. Bon courage pour cette nouvelle semaine. On se dit à très vite pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao!